Nous faisons peut-être face aujourd'hui au plus gros scandale de ce siècle, tout le monde. Et je n'exagère pas, il y a eu une nouvelle diffusion de fichiers liés à l'affaire Epstein, et le contenu de tous ces mails et de toutes ces informations est pire que ce qu'on aurait pu imaginer. Qu'on se mette bien d'accord. On a appris des choses terribles sur lesquelles on va revenir. Déjà, un petit peu de contexte. Jeffrey Epstein, qui c'est? C'est ce mec. Genre, c'est ce vieux gars absolument dégueulasse qui s'avère être un immense pédophile. C'est un mec très riche, très influent, proche de à peu près tous les milieux du pouvoir, hein, basiquement. Était, oui, parce qu'il est mort, bien sûr, mais on va y revenir. C'était donc un mec qui était à la tête, à la base c'est un conseiller financier, qui était à la tête d'un réseau pédocriminel, on peut le dire. Vous savez que moi j'ai tendance à avoir des critiques et des réserves par rapport au terme pédocriminel, mais là pour le coup on peut vraiment parler de pédocriminel parce qu'il s'agit vraiment d'un réseau criminel organisé par des personnes. Donc, le terme est parfaitement adapté dans ce cas-ci. Jeffrey, donc du coup, possédait une île sur laquelle, du coup, il avait plus ou moins tous les pouvoirs. Et sur cette île, il y avait des choses terribles qui se passaient, en particulier auprès d'enfants. Évidemment, alors bon, là, dit comme ça, on pourrait quand même avoir l'impression que c'est tiré d'un truc de fiction. Mais vous allez voir que ça ne s'arrête absolument pas là, le côté on dirait de la fiction. Déjà, moi, quand je raconte ça, systématiquement, j'ai tendance à vouloir dire on dirait un truc de James Bond. Genre, on dirait que le mec, il avait une île en forme de tête de mort, faire des plans machiavéliques. Bon, alors, il s'avère que l'île est en fait en fonction, a plus la forme du logo de Nickelodeon, ce qui n'est pas moins cringe. C'est un red flag quasiment supplémentaire. Et vous allez comprendre un petit peu pourquoi. Donc, la déclassification des fichiers Epstein est monstrueuse et surtout extrêmement récente. Donc, vous m'excuserez si on prendra pas mal de pincettes aujourd'hui pour parler de toutes ces histoires. Cependant, pour vous donner une petite idée de la quantité de choses à analyser, et pour vous dire que c'est pas de la mauvaise volonté de notre part, je vous laisse apprécier ce petit site qui s'appelle Epstein Visualizer. Donc ça, c'est un gros point qui représente Jeffrey Epstein, et les autres points représentent d'autres noms qui sont cités, et chaque trait représente un lien entre cette personne et une autre personne. Et donc, quand je vous dis que c'est vertigineux, c'est particulièrement vertigineux. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur une quantité d'informations et d'acteurs tout simplement vertigineuse. Ça ne s'arrête jamais, d'accord? Ça ne s'arrête jamais. Donc, vous pouvez comprendre qu'avec seulement quelques jours de latence, on va pas avoir toutes les informations par rapport à cette histoire. On va certainement pas pouvoir, aujourd'hui, dès maintenant, avoir des milliards de conclusions autour de cette affaire. Les gens, il faut être conscient de c'est quoi le délire. D'accord? On est sur le rabbit hole des rabbit holes. Et c'est que des trucs turbo-glauquissimes. Un autre site, si jamais vous avez envie de diguer et d'aider les gens à faire ces travails-là, qui pourrait vous intéresser, c'est Gmail, avec un J. En fait, c'est des gens qui ont refait l'interface de Gmail, mais avec toutes les datas des Epstein Files. Donc vous pouvez retrouver quelque chose comme 7500 pardon, mails qu'il a reçus, 4332 mails qu'il a envoyés. Et vous avez aussi sur le côté tous les contacts. Genre voilà, si vous voulez des infos sur, je sais pas moi, Elon Musk. Vous pouvez aussi aller fouiller les photos. C'est un point un peu important quand même. C'est-à-dire que si vous allez sur ce truc-là, vous avez accès à plein de documents PDF et vous avez accès à énormément d'images. Énormément d'images, toutes plus ou moins random. Donc, tout ça pour dire, il va nous falloir encore pas mal de temps pour pouvoir trier tout ça, pour pouvoir déchiffrer tout ça, pour pouvoir faire les liens, pour pouvoir réussir à aller jusqu'au bout de toute cette affaire. Parce que non seulement c'est gargantuesque, et en plus, évidemment, ça touche des gens particulièrement puissants. Parce que quand on parle du coup de Jeffrey Epstein, on parle pas seulement d'un mec qui était proche d'autres milliardaires, on parle d'un mec qui était proche des Clinton, des Bush, des Trump, Bill Gates, vraiment genre un mec vraiment turbo-matrixant. Genre, il était partout. Et c'est pas antisémite de le dire pour le coup, c'était vraiment son objectif. Et on va justement en parler un peu plus en profondeur. Alors, déjà, commençons par dire qu'est-ce qu'on apprend de nouveau dans ce nouveau Epstein Files. Déjà,
toujours plus de révélations autour de l'organisation et des actes pédocriminels. Ça, pour le coup, c'est vraiment, 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 il y en a beaucoup, genre. Mais par exemple, on a un mail d'une meuf qui explique qu'elle est au Kenya et qu'elle aimerait bien ramener un ou deux bébés pour Epstein, quoi, pour Jeffrey. Ce genre de mail. Et, enfin, évidemment, du coup, on a aussi vu d'autres trucs dont vous avez peut-être un petit peu moins entendu parler. Genre, par exemple, il y a eu des commandes d'assassinat. Ça, c'est aussi des trucs qu'on peut observer dans les fichiers. Ensuite, dans les autres trucs qu'on comprend très rapidement, on voit un switch de la part de Epstein vers l'extrême droite, où ça, pour le coup, va vraiment falloir qu'on fasse un gros travail pour comprendre ça en profondeur, le lien entre la nazification de Epstein et justement tout ce qui se passe aussi autour de son île et des délires autour de l'ingérence avec l'Europe, parce qu'il va falloir vraiment, vraiment qu'on en parle un peu plus en profondeur, et ça va être un des centres du sujet de tout ce qu'on va parler aujourd'hui. On a aussi pas mal de trucs sur des politiciens français, notamment, et personne n'est surpris, Jack Lang. Jack Lang, qui s'avère être mouillé jusqu'au cou dans les affaires avec Epstein. Jack Lang, qui était de façon notoire un mec qui était full cancel à gauche de partout parce qu'on savait que c'était une espèce de gros pédo de merde. Ça, pour le coup, il y a zéro surprise. Et alors, moi, ça me fait un peu rire de voir tous les droitards qui sont en mode ah ah. Non mais attendez, à gauche, plus personne ne respecte Jack Lang depuis des années en fait. Hein. Genre, désolé, mais nous, en fait, quand on apprend qu'un mec est pédo, on arrête de le défendre. Hein. Contrairement à certains, n'est-ce pas? Et on apprend aussi pas mal d'autres liens qui sont pas encore tout à fait clairs ni tout à fait établis. Par exemple, il y a les histoires avec les microtransactions, où en fait le mec aurait poussé pour qu'on ait davantage de microtransactions, et en même temps, ça fait des liens bizarres parce que en fait, ça lie deux choses. Ça lie la monnaie et les enfants, mais aussi les monnaies virtuelles avec tous les délires autour du Bitcoin. Enfin. C'est hyper le bordel. Genre vraiment, c'est un enfer, tout le monde. Qu'on se mette bien d'accord, c'est entremêlé dans tous les sens. Et un des trucs qui jusque-là sonne le plus cohérent et qu'on a appris dans ces fichiers-là, et où on peut le dire de façon à peu près sûre par contre, c'est que, en tout cas, il a eu un impact, Jeffrey Epstein, sur la remise en ligne de /Paul. Et pour ceux qui savent pas c'est quoi /Paul, faut déjà que vous savez c'est quoi 4chan. Et 4chan, normalement, vous devez commencer à connaître parce qu'on en entend de plus en plus parler. 4chan, c'est un forum qui a pour règle principale que l'écrasante majorité des utilisateurs sont anonymes. C'est-à-dire que tu postes tout le monde poste en permanence des trucs et personne ne sait qui est qui. T'as pas besoin de créer de compte sur 4chan. C'est juste de l'échange permanent et c'est que des trucs qui sont relativement éphémères, même si certains sont sauvegardés. Et en fait, on a découvert du coup que Epstein, il a beaucoup échangé avec un des mecs qui gère 4chan, et notamment qu'il aurait poussé pour remettre en place /Paul. Et sur /Paul, bon, il y avait déjà beaucoup d'extrême droite et de fachos et de nazis sur 4chan, parce qu'évidemment, tout le monde est anonyme, liberté d'expression max égale beaucoup de nazis. Et sur /Paul, ça a été encore plus loin. Et sur /Paul, il s'est passé quelque chose qu'il faut, surtout ne pas oublier, c'est QAnon. QAnon, encore une fois, désolé pour tous ceux qui débarquent, mais QAnon, du coup, c'est le nom qu'on donne aux complotistes américains qui ont monté une espèce d'énorme nouvelle théorie du complot pour faire élire Donald Trump. En fait, il y a un utilisateur de 4chan qui s'appelait Q, qui a publié les premiers trucs qui ont démarré la vague QAnon sur le /Paul. Et sur ce /Paul, la théorie des QAnon, elle parlait d'une élite pédo-sataniste. Et là, on commence à se poser de sérieuses questions. Parce que vous allez voir que, et ça normalement, si vous avez un peu traîné sur Twitter, vous devez être au courant, les délires autour du satanisme, il y en a. C'est eux aussi le Pizzagate. Ouais, tout est lié. En tout cas, c'est naturel, je pense, aujourd'hui, de se poser ces questions et de pas dire j'ai la réponse, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Genre là, on est au début des révélations par rapport à ça. Mais, évidemment, le truc qu'on apprend, et a priori, dont vous attendez que je parle, c'est justement ces histoires de satanisme et de trucs du style. Là, on est sur des choses extrêmement violentes, donc préparez-vous tout le monde. Mais sachez que, a priori, et encore une fois, tout est à prendre avec des pincettes, mais a priori, plusieurs présidents des États-Unis, Clinton, Bush, seraient impliqués dans
le kidnapping, la séquestration, le viol, le démembrement et des actes de cannibalisme sur des enfants. Ils n'ont pas forcément tous les trois fait chacun de ces trucs-là, mais on commence à vraiment avoir des datas là-dessus. Et autant, je vous ai dit aujourd'hui, ça va pas être un florilège où je vais vous partager plein de mails et plein de trucs et on va tout analyser dans le détail. Autant celui-là, je vais me permettre quand même de m'attarder un peu dessus, si ça vous dérange pas. Donc, on a un mail qui vient de... et qui est donné pour... où il y a écrit « Merci. Je n'avais pas réalisé que Bush l'avait également violé. » Mail suivant, toujours on sait pas. On sait pas qui, on sait pas quoi, on sait quand, juste on sait quand. On sait que c'était des mails qui se sont échangés en 2019. J'aimerais rajouter plusieurs autres points qui ont été présentés par la victime. Donc sur un yacht, il aurait été témoin d'Afro-Américains qui ont du sexe avec des meufs blanches et qui auraient toutes été en train de saigner pendant les rapports. Il a été victime d'un type de sacrifice rituel où ses pieds étaient coupés avec un scimitar, mais de façon à ne laisser aucune cicatrice. Sur le yacht, il a pu être témoin de bébés être démembrés, avoir leurs intestins enlevés et avoir des individus qui mangent la merde depuis cet intestin. Il a également été violé par George Bush. Voilà, donc on est quand même sur des actes qui sont difficilement... c'est dur de mettre des mots sur ça, on se met bien d'accord. Enfin, honnêtement, moi j'ai pas y aller par quatre chemins, c'est juste diabolique, au sens premier du terme. Enfin, c'est abominable, c'est inhumain. Et je pense que inhumain, c'est un terme qu'on va garder, parce qu'il est important dans l'explication que moi je donne à ce que vous venez d'entendre. On va finir de lire le mail. Donc ensuite, on a toujours des mails qui montrent que, en gros, le gosse a été violé de ses 5 ans à ses 22 ans. Il y a des précisions sur le fait qu'il fume de la marijuana et qu'il a déjà pris des champignons. Voilà, parce qu'apparemment c'est important. Même si, bon, moi, s'il m'est arrivé des trucs comme ça, je serais drogué H24. Ouais, il a été, du coup, plus ou moins vendu 2 fois sur le yacht à l'âge de 5 ans et à l'âge de 8 ans. Il a été également violé par Epstein et William G. Clinton. Sur le yacht, au moment où il s'est fait violer par Clinton, il y avait Trump. Il a également été violé par Epstein et Clinton sous drogue. Il explique qu'il a mis des années pour réussir à remettre la main sur ses souvenirs. Et ensuite, on voit que l'enquêteur a décidé de mettre ça sous le tapis et de pas creuser davantage. Et c'est ça sur quasiment tous les témoignages. D'ailleurs, au passage, vous verrez que si vous commencez à fouiller, à chaque fois qu'il y a des dingueries comme ça, William G. Clinton, c'est le nom complet de Bill Clinton. Ouais. Bon, ça stun pas mal. De lire tout ça. On va pas se mentir. D'autant plus que, bon, donc il y a eu ça, et on a eu d'autres infos qui aujourd'hui sont plus ou moins débunkées. Mais autour de la question, par exemple, du fait que Jeffrey Epstein aurait probablement eu un compte bancaire au nom de Baal, qui est un démon de l'Ancien Testament, face auquel il y a eu, et ça c'est historiquement prouvé, archéologiquement, tout ce que vous voulez, des sacrifices d'enfants. Et dans D&D aussi, effectivement. Mais ça pour dire que si vous commencez à avoir des gens être matrixés par le satanisme en ce moment, ça sort pas du tout de nulle part. Ça sort vraiment pas du tout de nulle part. C'est quelque chose qu'on peut comprendre. Ça me semble pas complètement déconnant. Donc ça, du coup, c'est pour les premières datas. Quelles conséquences ça a eu tout ça? Le premier truc, je pense qu'on peut dire, et qui est très agaçant, c'est le silence pesant des médias. Aucun à la télé, vous n'entendez pas parler. Ça fait 3 jours aujourd'hui, et c'est toujours pas un sujet. Rien n'est relayé, et un truc sur lequel on va beaucoup revenir dans cette capsule, c'est que, il y a beaucoup de choses par rapport à la France. Énormément de choses par rapport à la France. Notamment le fait que Le Goff avait une maison en France. Et qu'il était très, très intéressé par la politique française. Et que les rares moments où on évoque les Epstein Files vaguement dans les médias, c'est pour parler complètement d'autre chose. Moi, je suis désolé, mais avec cette histoire, on va faire face à une vague monstrueuse d'antisémitisme. Ça, c'est une certitude. C'est déjà quelque chose qu'on voit partout. Et si les médias restent dans ce silence, ça ne peut que alimenter les théories antisémites. Parce que du coup, on a l'impression qu'ils sont en train de le couvrir. Donc en fait, moins les médias en parlent, plus ils nourrissent la bête antisémite. Pourquoi l'antisémitisme, il est juif, Epstein? Oui. C'était un juif. Et quand bien même, en fait, si tu décortiques un petit peu les histoires de théories du complot, c'est même quand c'est pas
fondamentalement judéophobe, genre que c'est pas concrètement anti-juif, tu vois. La dimension d'une théorie du complot est antisémite. C'est-à-dire que même une théorie du complot genre sur les reptiliens, c'est antisémite dans ses dynamiques. Première conséquence, énorme vague d'antisémitisme, médias silencieux qui viennent d'autant plus nourrir l'antisémitisme, donc un enfer. On a une meuf qui s'appelle Sarah Ferguson qui avait une œuvre de charité qui a été fermée parce que elle est mouillée jusqu'au cou. Sinon, ça a foutu aussi le prince Andrew au Royaume-Uni et la princesse de Norvège dans la merde, sachez-le. Voilà, on verra comment ça évolue. En tout cas, il y a pas que la bourgeoisie qui est éclaboussée. Il y a aussi l'aristocratie. Et c'est pas rien. Et donc, les seuls gens qui en parlent à peu près correctement, que ce soit sur Twitter ou qui tentent de faire des vrais moves, c'est la France Insoumise, hein, parmi les élus. Je suis désolé, mais il y a encore que eux qui sont solides. Et ils ont demandé, du coup, l'ouverture d'une commission d'enquête. Ce qui fait que normalement, pas l'ignorer, ça non plus. On va voir comment ça évolue, mais en tout cas, force à eux de faire de la représentation dans ces moments-là, quoi. Et vous allez voir aussi que en fait, cette histoire, elle n'éclabousse pas que des personnalités. Elle éclabousse aussi tout un camp politique, dans son intégralité, qui est, et ça ne va pas vous surprendre, l'extrême droite. Bien sûr, des gens qui font campagne contre les trans, en expliquant qu'on est pédophile, et qui, dès que les caméras sont tournées, s'échangent des membres, violent et dévorent des nourrissons. Et genre, l'objectif d'aujourd'hui, les gens, ça va aussi de faire comprendre un truc. Les complotistes n'avaient pas raison. D'accord ? Il y a effectivement une élite pédosataniste aux États-Unis. De fait, il semblerait, a priori, d'après ce qu'on sait, qu'effectivement, cependant, je vous rappelle que eux, leur solution, c'était Donald Trump. D'accord ? Donc, au bout d'un moment, ils n'ont pas vraiment à la ramener par rapport à ça. Tu vois ce que je veux dire ? D'autant plus que, pour eux, du coup, derrière, ils étaient juste dans des dièses, fondamentalement antisémites. Alors que l'explication de comment ça se fait qu'il y a des élites aux États-Unis qui ont fait ça, ça n'a rien à voir avec la judéité. Absolument rien à voir. Et on va en reparler. On va en reparler un petit peu en profondeur. Et on va aussi reparler de cette histoire de satanisme, parce que je trouve que les gens, vous êtes insupportables avec ça. Mais ça va être un sujet pour la suite. D'abord, avant de parler de ça directement, je voudrais qu'on revienne sur ce qui est, je pense, aujourd'hui le meilleur thread sur Twitter qui parle de cette histoire, et on va le lire tous ensemble. C'est le thread de Taokan, qui non seulement est un incroyable youtubeur, mais qui du coup est aussi beaucoup trop fort sur Twitter. On va skip la partie 1, parce que pour le coup la partie 1 c'est vraiment un agglomérat de plein de trucs qu'il a été digué à droite et à gauche dans les fichiers, qu'il a mis de côté pour faire du rassemblement de données. Le thread numéro 2 est beaucoup plus analytique et essaye déjà de faire une timeline. Donc à partir de là, on va essayer de regarder un petit peu qu'est-ce qu'on peut déjà commencer à voir à travers ces fichiers-là d'un point de vue politique. Bien sûr, Taokan, please collab. Donc déjà, important pour commencer, on lit surtout sur les réseaux des morceaux de communication découpés. Mais la majorité des docs, c'est surtout des rapports, des newsletters, des articles sur l'actualité internationale, l'économie et les marchés financiers, car c'est son taf à la base. Et c'est pour ça que toutes les trends à base de compter le nombre de citations de telle ou de telle ou de telle ou de telle personne n'ont quasi aucun sens. Parce qu'en fait, il va autant citer des ennemis que des alliés, que des trucs random, parce qu'en fait, son taf fait que juste, tu vas retrouver beaucoup de citations de gens qui sont impliqués dans la politique. 2008, crise plus récession. En Europe, la crise des dettes souveraines, 2 ans plus tard, la crise va devenir sociale, austérité et chômage. Un article évoque la fin du capitalisme libéral et rappelle que la dernière fois, ça avait produit le nazisme donc. Crise financière mondiale de 2008, c'est le sujet de son interview par Steve Bannon. Steve Bannon, qui, si vous ne le connaissez pas, c'est un peu le pape de l'extrême droite aux États-Unis, quoi. C'est vraiment un influenceur extrêmement important pour la ligne d'extrême droite aux USA. Il y parle de la faiblesse des schémas intellectuels actuels pour faire face aux incertitudes financières. Le capitalisme est entré en crise. La crise financière va faire s'effondrer le secteur financier britannique et l'économie britannique va s'ouvrir. À partir de 2010, le gouvernement fait des politiques d'austérité. La population appauvrie devient antimondialiste, ce qui conduit au Brexit en 2016. Les réseaux d'Epstein paniquent. Donc là, si vous voulez vraiment aller regarder tout diguer un point par point, je vous laisse aller regarder les trucs. Tout est mis en rouge pour que vous puissiez voir un petit peu plus
de détails là-dedans, mais concrètement, c'est ce que raconte Taoka. La crise est donc devenue politique. Les investisseurs surveillent de près les élections. En Allemagne, les partis traditionnels commencent à s'effriter. Et l'extrême droite allemande, AfD, sera maintenant le premier parti d'extrême droite à l'Assemblée depuis le parti nazi. Voilà, de la même façon qu'en France, on n'a jamais eu autant de fachos au Parlement que depuis Vichy. Parce qu'on a vécu à peu près la même chose. Effondrement des partis traditionnels, explosion de l'extrême droite. Macron est élu en 2017 en France. C'est un anti-système au sens où il ne vient pas des partis traditionnels, donc UMP ou PS. C'est la nouveauté, il est intelligent et jeune. Epstein indique qu'il est probablement l'espoir. Donc à ce moment-là, Epstein est un macroniste. Sauf que, gilet jaune, et vous savez que Epstein avait une maison en France. Donc ça va lui faire très très peur. Macron n'a pas l'air d'être la solution. Logique, puisque c'est la même politique néolibérale qu'avant. Merkel, Macron, l'établissement n'arrive pas à résoudre la crise sociale, donc la crise politique. Epstein dit à Steve Bannon, donc l'extrême droite américaine, que Le Pen devrait être celle qui est vue comme négociant au nom des Gilets jaunes. L'alternative doit être incarnée par l'extrême droite. Et là, on voit un glissement progressif, du coup, vers la stratégie de l'extrême droite. Bannon, la droite a maintenant le soutien des travailleurs sur l'immigration. Pour capter la colère populaire, on va taper sur les immigrés. Et le vieil establishment s'effondrera. Que le ciel ait pitié de leurs âmes. Donc là, vous voyez que c'est vraiment réfléchi, coordonné, entre eux, du coup, des millionnaires, des gens très influents, et l'extrême droite américaine qui tente de faire de l'ingérence en Europe, quoi. C'est là, c'est sous nos yeux. Ailleurs, en Europe, la question allait se poser différemment. Les autres pays européens fonctionnent sur les coalitions. Et justement, en 2017, Sebastian Kurz, en Autriche, est investi chancelier sur une coalition anti-immigration qui réunit la droite et l'extrême droite, une première en Europe. Je rappelle que c'est le rêve mouillé de Éric Zemmour, l'union de la droite, mais aussi de Marion Maréchal Le Pen et Sarah Knafo, et Bruno Retailleau et Gérald Darmanin. Epstein et Terje Rod Larsen planifient des dîners avec Bannon. Epstein cite aussi Trump et Poutine. Et c'est là qu'on voit l'émergence progressive de l'international fasciste, tel qu'on vous en parle depuis déjà quelques mois. Epstein et Terje discutent et dînent, discutent de dîners, de banquiers, de clubs, de familles, de manias mondiaux et de quelqu'un, Berge/Borch, et ce serait quelque chose qu'il faudrait éventuellement creuser. Terje Rod Larsen revient souvent dans les fichiers. Il a été impliqué dans les accords d'Oslo entre Israël et la Palestine. Il a joué un rôle clé dans la signature d'accords de sécurité entre Israël et la Mongolie via Ehud Barak. Donc là, on se rend compte aussi des liens profonds qu'il y a du coup entre Epstein, son réseau et la politique israélienne. Revenons en Europe. Bannon raconte à Epstein ses aventures auprès du FN/RN. Il dit maintenant être conseiller de toute l'extrême droite européenne. Front National, Ligue de Salvini, AfD, Suisse, Orban, London Freedom, Sarraj, etc., etc., etc. Et donc là, on se retrouve avec un mec qui est en contact avec toute l'extrême droite européenne et qui discute très, très régulièrement avec Jeffrey Epstein pour tenter de faire pousser l'extrême droite en Europe. Quand l'activiste de l'extrême droite anglaise, Tommy Robinson, est condamné, l'interlocuteur Bannon parle de lui comme de la colonne vertébrale de l'Angleterre, et Epstein raconte que c'est soi-disant pour ça que la monnaie anglaise serait si basse. Tommy Robinson est libéré le jour même, et Epstein félicite Bannon. Epstein veut faire la fête. Bannon lui dit qu'ils ne vont pas tout brûler. Epstein dit « Vous les gars, vous êtes les meilleurs là-dedans » et cite comme exemple la nuit de cristal et la Shoah. Et vous vous rappelez que Epstein est juif. Donc ça peut sembler un peu paradoxal qu'il soit avec des gens, que c'est les descendants des gens qui ont organisé le génocide européen des juifs. C'est-à-dire que on pourrait y voir une certaine forme de paradoxe. Mais on va y revenir un peu plus tard dans cette histoire. Parce qu'on va parler d'intégration,isme et vous allez voir, ça va faire sens d'un seul coup pour vous. Situation économico-radicale anglaise, plus on compte avec Bannon, avec Nigel, Boris Johnson qui était pro-Brexit, enfin toute l'extrême droite américaine pour essayer de faire libérer l'Europe. Autre discussion, chute du gouvernement belge provoquée par le parti nationaliste flamand, bras de fer sur le même sujet migratoire avec le ministre des Affaires étrangères slovaque, etc., etc. Au milieu d'une conversation sur James Bond, Epstein semble fatigué. Brexit, Merkel, Macron, Salvini, all too hot. Réponse: Fueled for the fire. Marocain naïf, possible référence au pacte de Marrakech sur l'immigration par rapport à ici. Les élections européennes arrivent. C'est à ce moment-là que les discussions sur le financement du RN interviennent. Alors, et je vois dans le chat que vous êtes en mode intérêt de classe first, vous allez voir que c'est plus compliqué que ça, les histoires, la vérité.
Genre, redevenez pas des class first débiles par pitié. Parce que là, on va commencer à parler du moment où l'extrême droite est quand même peut-être financée par ces gens-là, quoi. Qui, encore une fois, sont soupçonnés de s'en prendre à des nourrissons. Bannon a RDV avec les gens et Tergé. Epstein, je suggère de se concentrer sur l'Europe, Salvini, Orban. Je veux que tu sois perçu comme un conseiller de confiance plutôt qu'un espion. Tu es un cauchemar pour les travailleurs dans leur pays. Genre, il lui en parle littéralement comme ça. Et c'est là que vous voyez que genre, c'est l'organisation littéralement de l'extrême droite, dans ce cas-là de plus populiste, dans un objectif de donner moins de droits aux travailleurs pour mieux les exploiter. C'est-à-dire que là, pour le coup, alors autant avant j'étais moins d'accord, mais autant là, pour le coup, on peut vraiment parler de classe sociale et d'à quel point là, il est vraiment en plein dans son intérêt de classe, en mode utiliser l'immigration, littéralement, c'est conscientiser qu'ils utilisent l'immigration pour exploiter davantage. 10 jours plus tard, il dit que Macron n'a plus d'énergie. Éliminons mon ancienne école. Donc là, c'est le moment où il dit qu'il passe là, littéralement du côté des nazis, quoi. Les macronistes perdent les européennes, le RN est en tête. En mars dernier, Epstein disait encore être avec le gouvernement français au Louvre. Évidemment, on ne peut que penser à comment la grande bourgeoisie a soutenu l'accession au pouvoir d'Hitler et de nombreux fascistes à travers le monde. Après tout, la naissance du concept de privatisation est liée au fascisme italien et au nazisme. CF, la vidéo de Tao Kahn qui en parle très bien. J'allais dire où j'ai aussi fait un react dessus, mais je crois qu'il est jamais sorti. Tous ces sujets sont des morceaux isolés, difficiles à interpréter et devraient être creusés par des journalistes. N'est-ce pas, les journalistes? Alliés avec ses financements de suprémacistes blancs et ses positions racistes, de toute évidence, parce qu'il y a quand même des choses à en dire, je suis désolé. Vous voyez que le thread dure encore un sacré bout de temps. C'est-à-dire que là, vous pouvez vraiment vous perdre aussi dans chaque fichier un par un. C'est quelque chose qu'on va pas faire en stream parce qu'on a quand même moi, j'essaie d'être synthétique dans ce que je fais. Genre, vous pouvez retrouver un tas de trucs par rapport à ça. Là, vous voyez qu'on a vraiment, aussi les liens qui apparaissent entre le monde de la finance et l'imposition d'un discours anti-immigration, quoi. Enfin, nous, ça fait des années qu'on le dit, mais là, c'est eux-mêmes qui le disent, quoi. Là, on va en arriver sur une partie qui est assez intéressante, je trouve, autour de la question de pourquoi ce mec, juif, est à ce point un turbo-nazi border de Hitler. Vraie question. Et on pourrait se poser aussi la question de pourquoi est-ce que juste, genre, les gens, les dirigeants, genre, comme Donald Trump, sont fous, complètement zinzin, complètement crazy, et du coup, ils mangent des bébés? Ou est-ce qu'il n'y a pas des explications un peu plus à aller chercher ailleurs? Bah, creusons un peu ça, si vous voulez bien. Donc, complotiste, comploteur, raciste, suprémaciste qui performe le juif cliché antisémite, jouant son rôle au sein d'une élite qui reste majoritairement non juive. Il me rappelle la description que Aren fait de Benjamin Disraeli. Et là, vous allez avoir, du coup, Tao Kahn qui élabore un petit peu plus autour de ce parallèle qu'il fait. Mais concrètement, ce qu'il raconte, en étant un petit peu synthétique, c'est que quand tu arrives dans un milieu extrêmement antisémite, que tu es juif, que ces milieux antisémites ont tendance à avoir comme théorie du complot principal l'idée que les juifs sont en fait une élite qui dirige le monde dans le secret, qui possède des pouvoirs secrets sur les gens et qui pratique des rituels occultes. Quand vous arrivez dans cette méta-là, a priori, vous allez surperformer ce rôle pour vous intégrer. Le moment où Jeffrey Epstein décide de dire oui, je vais être le monstre que vous voyez en moi, c'est une forme d'intégrationnisme. C'est parce que au sein de cette classe sociale-là, en tant que juif, sa façon de s'intégrer, c'est de performer le cliché antisémite de l'élite occulte qui dirige le monde en secret. C'est fondamental pour comprendre ce qui s'est passé. Maintenant, petit point sur la France. Petit point sur les implications de la France par rapport à ça. Pas convaincu de ta take, je vais élaborer plus tard. Et en même temps, moi je suis pas convaincu par votre take, c'est des bourgeois, point barre, fin de l'explication. Hein. C'est pas non plus beaucoup plus cohérent tout le monde, si je puis me permettre. La France savait, la France est restée silencieuse. On dirait qu'il y a vraiment un problème avec la France. Au moins, les États-Unis déclassifient. Au moins, ils parlent, eux. L'attitude de l'État et des médias français est exactement la même que sur l'impérialisme. Ça critique les USA toute la journée, mais ça n'est pas capable de se regarder dans un miroir. On sait justement qu'il se passe des choses dans le précaré colonial français. Et du coup, on nous a mis quelques petits extraits de viols d'enfants en Centrafrique, où il se passe des choses très très graves de la part de nos soldats. Professeurs accusés de pédophilie en Outre-mer dans les années 90, etc., etc., etc. Et le réflexe anticomplotiste de certains qui nous font du circuler à rien à voir quand ça sort du buzzword Rothschild ou du satanisme, m'a justement rappelé ce chapitre du très sérieux, l'Empire qui ne veut pas mourir, une histoire de la France-Afrique.
sur les réseaux francs-maçons. Conclusion, l'instrumentalisation des rites ésotériques par des dictateurs soucieux d'offrir une aura surnaturelle à leur pouvoir alimente rumeurs et articles de presse autour de crimes rituels d'élites initiées à la franc-maçonnerie ou appartenant à divers réseaux occultes. Cette suspicion populaire, paradoxalement, continue de servir les pouvoirs en place en produisant de l'impuissance politique. Car si le pouvoir au sein de la France-Afrique est détenu par des personnes au pouvoir surnaturel, il est vain d'essayer de contester l'ordre politique établi. Maintenant, faites le parallèle entre les pouvoirs magiques et le deep state tout-puissant qui te permet d'avoir... c'est quasiment surnaturel, le deep state. C'est genre, limite, ils ont des technologies extraterrestres dans la tête des complotistes. Il y a vraiment il y a vraiment des parallèles qui se font, qui ont du sens. Ensuite, on a quelques petites datas supplémentaires autour des histoires de satanisme que je vous laisse aller diguer. Ça fait aussi penser à Israël. Pour justifier la relation spéciale à Israël, les USA ont dû surexagérer son intérêt stratégique militaire / les performances du Mossad, récit repris par Hollywood et les médias. Résultat, ça donne à Israël une fausse image d'invincible qui démoralise l'adversaire. La visibilité du complot change rien. C'est comme pour les paradis fiscaux. Panama Papers, Paradise Papers, Pandora Papers, Malta Files, Bahamas Leaks, Swiss Leaks, etc., etc., etc. Tout a été leak, tout le monde est au courant. Résultat, rien n'a changé. Une étude sur la censure en Chine faisait une observation intéressante. Un certain type de messages pro-gouvernementaux était massivement censuré, alors qu'un autre type de messages anti-gouvernementaux était laissé tranquille. En fait, les autorités censuraient les messages pro-gouvernementaux qui appelaient à la mobilisation et à l'action collective. Et elles laissaient passer toutes les critiques à condition qu'elles n'appelaient pas à l'action. C'est-à-dire que le cœur de ce sujet, c'était surtout l'organisation collective. Et le fait qu'on ne veut pas que les gens s'organisent. Ils ne craignent ni une population informée, ni une population indignée. Ils craignent une population organisée et en mouvement. Que ça soit pour ou contre eux. Et je trouve que c'est très intéressant. Jeffrey Epstein et AR, c'est pas Steve Bannon du coup, ont eu peur des gilets jaunes complotistes qui attaquaient des baraques, mais les gilets jaunes sans organisation sont détournables. Et ça a été le plan. Oui, voilà, c'est ça. Là, on se rend compte que ça a été concrètement, lorsqu'ils ont vu que les gilets jaunes manquaient d'organisation concrète, de se dire, ah, ils sont indignés, ils sont de plus en plus informés, mais tant qu'ils s'organisent pas, on peut détourner le truc. Et c'est ce qu'ils ont tenté de faire. Il va falloir demander une commission d'enquête sur Epstein, comme pour Betaram. Et donc là, c'est à la FI de se bouger, hein, clairement. Oui, bon, et du coup, il y a aussi les histoires avec Noam Chomsky que je vous laisse aller diguer vous-même. Et du coup, merci à la France Insoumise pour enfin se bouger et dire il faut une commission d'enquête. Ah, alors. Évidemment, arrivé aujourd'hui avec une conclusion terminée, ce serait me moquer de vous. Parce que, on peut pas, en fait. Je veux dire, ce serait malhonnête. Personne ne peut, en fait. C'est ce que je vous montrais tout à l'heure quand je vous ai montré la grosse galaxie d'informations autour de cette histoire. Vous allez pas, avoir quelqu'un qui, là, aujourd'hui, peut vous donner la take parfaite basée sur tout ça. C'est impossible. Mais on va quand même essayer de comprendre des trucs, d'avoir une analyse qui se veut, de préférence, le plus matérialiste possible, la plus dialectique, on va dire, possible, histoire d'essayer d'en tirer quand même des conclusions. Je pense qu'il est grand temps. Alors, sataniste ou bourgeois ou nazi? Est-ce que ce serait pas un peu tout ça en même temps? Est-ce que c'est pas un peu dommage de les opposer? Parce que c'est un débat que je vois beaucoup sur Twitter, où les gens sont en mode « arrêtez de nous parler de satanisme, c'est des questions de classe sociale », et en même temps, t'as les gens qui sont des croyants ou qui ont la foi, qui sont en mode « ta gueule, avec Marx, il mange des bébés !» Et en soi, si on essaye de comprendre un petit peu les affects des gens par rapport à cette histoire, je peux comprendre dans les deux putains de cas, en fait. Genre, d'un côté, nous, on passe notre temps à dire que la grande bourgeoisie, ça va finir par dégénérer en un truc qui est horrible. De l'autre côté, je suis désolé, mais quand on a la foi, quand on est quelqu'un qui croit, et je sais que vous n'êtes pas nombreux dans ce chat, parce que, en France, voilà, est-ce que vous pouvez entendre que ça soit matrixant? Genre, est-ce que je pense qu'il faut être à l'écoute du fait que c'est matrixant de savoir que le président des États-Unis a participé à des rites sacrificiels satanistes, qu'il a violé et dévoré des enfants en bas âge. Je pense que on peut tous s'arrêter 5 minutes là-dessus et comprendre qu'il y ait des gens qui soient en train de dire c'est diabolique, c'est le diable.
genre, et qui du coup soit en mode, genre, en fait, on est dirigé par le mal, littéralement, dans le sens, genre, au sens moral. C'est vrai, le cannibalisme, encore une fois, on peut pas savoir. C'est des témoignages dans les mails. Et une des victimes, elle a témoigné qu'elle a vécu ça. Mais on peut pas savoir parce que les enquêteurs, et ils le disent dans les mails, ils ont baissé les bras. Et ils ont pas cherché à creuser. D'un côté, on peut comprendre que ça soit matrixant, qu'il y ait des rituels occultes qui soient organisés par une élite, et que du coup, t'aies des gens qui soient des croyants, qui soient matrixés par ça. C'est quelque chose qu'on peut comprendre. Et je pense que la bonne posture à avoir par rapport à cette histoire, et si des gens vous disent ce genre de truc, c'est pas de lui dire ta gueule, arrête avec le satanisme, on s'en bat les couilles du satanisme, Marx. C'est pas comme ça que tu vas réussir à les convaincre de quoi que ce soit. Ce qu'il faut faire, parce qu'en plus de ça, c'est ça la réalité, c'est de dire oui, ils sont satanistes. Laisse-moi t'expliquer pourquoi. Laisse-moi essayer de t'expliquer pourquoi. Parce que, encore une fois, la solution, et c'est ça qui vous énerve quand vous entendez parler de satanisme, c'est que les gens vous parlent de ça, vous avez l'impression que ça veut juste dire que c'est des gens qui sont essentiellement mauvais. Que ça veut dire que par essence, dans leur corps, quoi, dans leur essence, ils seraient mauvais, ils seraient diaboliques. Et du coup, ça vous énerve parce que c'est dépolitisant. Sauf que justement, on peut expliquer en quoi se diriger vers ce genre de pratique peut être expliqué matériellement, concrètement, historiquement en fait. C'est possible. D'autant plus que bon, encore une fois, genre les gens, je vois dans le genre plein de gens qui parlent de satanisme. Je sais qu'il y a plein de visions du satanisme. Là, on parle du satanisme tel qu'il est défini par l'Église catholique, c'est-à-dire des rites païens pour prier des démons. Quoi. Là, on n'est pas sur les gens qui se sont réappropriés politiquement le satanisme. On n'est même pas sur la Bible satanique. On est vraiment sur le satanisme old school. Même si, évidemment, si vous creusez un petit peu ce qui s'est passé, et sachez que nous, avec Écharpe, comme on est pas mal dématrixés, moi je suis un peu une illuminée à la base, ben on a quand même digué et c'est pas vraiment des rituels satanistes. Au début, on a cru. Quand on a vu les histoires avec Baal et tout, on s'est dit putain de merde. En fait, non. Ça a l'air d'être surtout des immenses edgelords. Genre, c'est vraiment Sasuke au carré. C'est pas sérieux non plus, quoi. C'est pas du satanisme, genre, en mode pratique de démoniaque. Enfin, c'est des pratiques surtout violentes, en fait, et surtout de domination. Mais Baal, ça a été débunk en plus. Ouais, ça a plus ou moins été débunk. Mais après, il y a d'autres trucs. Enfin, genre, le truc des rituels sacrificiels, les gens, c'est dans les témoignages de victimes. C'est pas Baal. Pour le coup, je vous l'ai lu tout à l'heure. Je vous ai lu la data qu'il y a dans le mail, c'est un témoignage d'une victime qui parle qu'elle a été victime d'un rituel sacrificiel. C'est de là que vient avant tout la data. C'est surtout la parole d'une victime, relayée par un policier, dans un mail, dans un espèce de leak. Donc bon, voilà, donnez-lui le crédit que vous désirez. En tout cas, la vérité, et c'est ce qu'a très bien démontré Taokan en montrant qu'il y avait déjà des pratiques pédo-institutionnalisées très fortes, y compris par des Français, par des colons, par en fait plein de gens, et y compris, je sais pas moi, l'Église catholique en fait. Genre si aujourd'hui je pense que le scandale de l'affaire Epstein, c'est probablement le plus gros scandale du siècle, du 21e siècle, probablement. Je pense qu'un des plus gros scandales du siècle d'avant, c'était l'idée que, en fait, l'Église catholique défendait de maxi baiser les pédos. Et que l'Église catholique était quasiment une institution pédocriminelle. Et je trouve que, d'une certaine façon, genre, ça ressemble un peu, dans certaines choses, dans certaines dynamiques qu'on peut observer, les révélations qu'on connaît aujourd'hui sur les élites américaines. Comment est-ce que moi j'explique que des gens, a priori, qui un jour ont été des enfants comme les autres, soient devenus des gens qui, a priori, ont des horreurs à des nourrissons. Comment c'est possible? Pourquoi? On a déjà donné une partie d'explication tout à l'heure. Et pour moi, je vous ai dit, juste répondre, arrêtez avec le satanisme, parler de classe sociale, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et je sais que ritualistique, ça veut pas forcément dire satanique, mais en fait, comprenez que sataniste, je le prends au sens vraiment initial, décrit par l'Église c'est des rituels immoraux, quoi. C'est des rituels horribles. Ils n'ont pas forcément besoin de respecter très précisément les écrits goétiques de comment fonctionnent les démons et tout, tu vois. C'est plutôt sur le côté, c'est des rituels qui ont pour but d'être immoraux. C'est ça, en fait. Ça a pour objectif d'être démoniaque. Assez littéralement, en fait. C'est de ça dont je parle. Expliquer ça qu'avec la classe sociale, ça suffit pas. Parce que, encore une fois, désolé, mais tous les grands bourgeois font pas ce genre de dinguerie non plus. Faut pas déconner. Il y a une partie de l'explication qui peut être trouvée dans ce que je vous disais tout à l'heure. Parce que si vous prenez Marx,
prenez-le dans son intégralité. Hein. Marx, il a pas juste dit qu'il fallait s'arrêter aux classes sociales, justement. Il a même fait tout un livre, justement, sur la question juive. Tu peux pas négliger, justement, ce dont on a parlé tout à l'heure, par rapport aux besoins intégrationnistes juifs au sein des élites économiques, pour ne pas comprendre une certaine dimension de ce qui s'est passé. Là où, moi, j'ai tendance à redevenir un peu class first, c'est dans le rapport que ces gens-là, ils ont aux gens qui sont pas de leur classe sociale. Et c'est là où, pour moi, ça explique surtout ce genre de truc. Ce qui est fondamental à comprendre, c'est que les grands bourgeois, bien plus que les petits bourgeois et que les bourgeois, tout ce que vous voulez, mais surtout, c'est particulièrement vrai chez les grands bourgeois, les gens qui sont pas de leur propre classe, ils les déshumanisent. C'est-à-dire que pour eux, un travailleur, c'est quasiment un objet. Un bébé au Kenya, c'est pareil. C'est un objet que tu peux utiliser. C'est de la déshumanisation et de l'objectification. Et je vous parle souvent de comment... c'est un thème qui revient assez souvent quand je parle de violence sexiste et sexuelle, en fait, y compris quand on parle pas de violence pédo, la question de la déshumanisation. Parce que en vrai de vrai, genre un bon moyen de déshumaniser un humain aussi, c'est de lui faire un truc que tu ferais même pas à un animal. Tu vois, ça fait partie de justement pourquoi la dimension rituelle peut être importante. Vous voyez ce que je veux dire? Au-delà de la question de, du coup, ça crée ensuite derrière un pouvoir occulte qui fait que des gens peuvent imaginer que le gouvernement est tout puissant, etc., 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 etc. C'est le vrai enjeu qu'il y a derrière pour moi, c'est avant tout de prendre une personne, en faire son objet et faire ce que tu as le droit de faire à partir du moment où quelque chose t'appartient, à savoir le détruire. Et c'est là où entrent en jeu les rituels plus ou moins satanistes, en tout cas la violence sexuelle, dans l'affaire de Jeffrey Epstein. Moi, c'est ça l'explication que je donne aux dynamiques qui ont mené à la création d'un réseau pédocriminel de cette ampleur. Et oui, la déshumanisation, vous pouvez la retrouver par exemple dans les questions autour de l'esclavage. Mais en fait, on n'en est pas si loin, parce que déjà les grands bourgeois, c'est les héritiers des esclavagistes. Genre ça, c'est genre juste factuel. Et cette vision déshumanisée des travailleurs, des autres gens qui sont dans des classes sociales plus faibles, c'est un truc qui a toujours plus ou moins existé, tu vois. Et juste, tu le pousses dans le bon contexte, avec les bonnes personnes. Tu rajoutes ce que j'ai dit là tout à l'heure, les épices liées à l'intégrationnisme antisémite. Ça donne des rituels satanistes. En soi, moi, je trouve ça logique. Et c'est pour ça que, évidemment, je suis quand même pas mal tombé de ma chaise quand j'ai appris tout ça. Mais je pense qu'au fond de moi, et je pense que c'est vrai pour plein de gens parmi vous, je pense qu'au fond de moi, vous savez que ces gens-là font des dingueries. Et qu'on n'en connaît même pas la moitié. Même pas un dixième. Genre, on en parlait avec Archie hier, mais ça, c'est un réseau. Imaginez les réseaux qu'il doit y avoir à Dubaï. Imaginez les réseaux qu'il doit y avoir dans ces endroits-là. On n'en sait rien. Par contre, on sait que ce qui peut te mener matériellement à faire premier degré des rituels démoniaques où tu sacrifies des enfants, vraisemblablement, c'est la bourgeoisie. C'est le fait de rentrer dans cette classe sociale-là, c'est dans ces classes qui sont genre surdominantes, hyper proches de tous les milieux de pouvoir, et où t'as tellement de pouvoir, tellement un sentiment d'impunité, que tu penses pouvoir tout faire. Et moi, ma grande take par rapport à ça, c'est un truc qui est un truc de foi, quasiment de foi, que j'ai depuis toujours, depuis que je suis une gauchiste, qui est même un des moteurs principaux de mon gauchisme, de pourquoi est-ce que je lutte, aussi de pourquoi est-ce que je suis libertaire, au fond de moi. C'est une idée toute simple, et quand on est dans un embrouillage infernal comme celui-là, où les informations vont dans tous les sens, où il y a des histoires de meurtres, de pédos, de rites satanistes, tout ce que vous voulez. Et parfois, moi, je pense que c'est bien de revenir un peu à des trucs fondamentaux. Et moi, cette affaire, le truc fondamental que ça vient faire vibrer en moi, c'est cette idée simple, mais ô combien fondamentale dans qui je suis, ma lutte politique et ce que je veux, c'est l'idée que le pouvoir corrompt. Genre, le pouvoir accumulé chez une seule personne corrompt. Les gens dont on a parlé, les Clinton, les Bush, les Epstein, les Trump, c'est littéralement les gens les plus puissants sur Terre à ce moment-là. Et c'est eux qui ont fait les plus grosses dingueries. Take froide, peut-être take froide, mais encore une fois, t'as vu le bordel? Parfois, il faut être capable de revenir à des trucs un peu fondamentaux. Et moi, quand je vois ça, non seulement ça me rassure, dans le sens où je me dis que les trucs contre lesquels je lutte donnent, in fine, en bout de course, des putains de pédos nazis satanistes, il y a une dimension où, moi je vous l'ai déjà dit, ma lutte politique, elle a aussi une dimension spirituelle, il y a une dimension de cohérence là-dedans tout le monde. Plus
cette idée que le pouvoir corrompt fait que, genre, je me raccroche à ça pour, mais ne serait-ce que psychologiquement, sortir de cette histoire. Moi, ça fait 2 jours, là, et vous pouvez demander aux filles de la fange, et elles sont dans le même état que moi, qu'on est matrixé, que genre, ça peut rendre fou, cette histoire. Vraiment, ça peut vraiment taper dans la tête, quoi. Donc, je trouve que c'est bien de rester accroché à quand même ce qui est fondamental. Et ce qui est fondamental, aujourd'hui, c'est cette idée que le pouvoir corrompt et que c'est pas à moitié, genre littéralement, le pouvoir a une dimension quasiment diabolique, quoi. Perso, je le dis, je vrille full folle en ce moment. Non, mais ça rend malade. Donc, en tout cas, voilà. Moi, c'est ça, en tout cas, ce que j'ai envie de dire sur les débats de cons, de gens qui disent arrêtez avec le satanisme, parlez-leur de Marx, parlez-leur des deux. Expliquez que le satanisme, c'est pas juste la folie humaine. C'est pas juste le mal qui a émergé out of nowhere, sur Terre, et pris possession de la part de corps de personnes au hasard pour qu'ils fassent des rites sataniques. Ça a touché des gens en particulier, ça a touché des gens d'une classe sociale précise, ça a touché des gens qui sont dans des dynamiques raciales précises, et il faut être capable de leur expliquer. Voilà, ça c'est ma take par rapport au débat sur le satanisme. Maintenant, je voudrais quand même conclure sur 2 points qui me semblent extrêmement importants, qui sont 2 des grands dangers face à cette histoire. La première, c'est de toute évidence, l'antisémitisme a déjà explosé depuis que les fichiers ont été relâchés. C'est-à-dire que là, il va y avoir un vrai travail à faire pour expliquer que non, Jeffrey Epstein n'a pas fait ça parce que juif. Il traînait avec des nazis. Parce que il commence à y avoir des gens qui ont des soupçons bizarres et genre qui commencent à chercher Netanyahou dans les dossiers Epstein, etc. et tout. Et Netanyahou, c'est l'instigateur d'un génocide. Il n'y a pas besoin de le trouver, des liens, de machin, de ce genre de choses, tu vois. Donc, là, tout le monde, ça va être le moment de se former politiquement sur l'antisémitisme. Et je pense qu'on va en discuter avec Victoire de qu'est-ce que nous, on peut vous apporter comme ressources par rapport à ça. Parce qu'il va falloir être capable de dire à des complotistes qui nous parlent depuis 5 ans de l'élite pédosataniste qu'ils ont quand même tort. Et face aux Epstein Files, ça va être difficile. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, on est face à un gros travail en tant que personne politisée autour d'être capable de flag la question de l'antisémitisme, être capable de flag comment ça fonctionne les dynamiques antisémites, et il va falloir être solide. D'accord tout le monde ? Pas tomber dans des dimensions complotistes. Oui c'est ça, Netanyahou il bute des gosses au petit matin, il n'a pas besoin de les manger pour être démoniaque. Exactement, tu vois. Enfin, osons doser. Donc ça c'est sur la question de l'antisémitisme, ça va être très compliqué. Les gauchistes, on va dire des grosses dingueries. On n'est pas assez solide autour de l'antisémitisme à gauche. On est politiquement, enfin, sur l'échelle du spectre politique, les moins antisémites, hein, ça c'est les études qui le montrent. Il n'empêche que on n'est pas assez solide, parce qu'on a trop le sentiment qu'on peut pas l'être, parce qu'on est tolérant, et ça nous rend débiles. D'accord ? Deuxième point de vigilance extrêmement important sur les Epstein Files, il faut pas qu'on recule sur le discours autour des pédos. Parce que là, on a quand même le cas le plus caricatural possible de ce que les gens ont comme image idéalisée, fictive, de ce qui est censé être un pédo. Alors là, on est quand même sur un mec qui dirige une espèce de cartel qui kidnappe des enfants pour aller sur une île pour abuser d'eux. C'est-à-dire que bon, enfin, nous, ce qu'on dit dans les discours par rapport aux questions pédo, c'est surtout de l'inceste, hein, le pédo à la base. C'est surtout au sein de la même famille. C'est surtout une question de pouvoir. Et c'est là, il faut être capable de faire le lien. Il faut être capable de faire le lien entre la violence intrafamiliale, des parents, généralement du père ou du grand frère, qui ont un pouvoir sur un enfant, qu'ils appliquent ce pouvoir pour abuser de lui, et ce truc-là, poussé à l'extrême, avec des gens qui ont un pouvoir infini et qui donc du coup vont faire des dingueries beaucoup plus fortes. En fait, il y a une filiation. Tu peux expliquer les abus sur des enfants de Epstein et du réseau Epstein et la filiation avec les questions autour de la famille et les questions autour des violences sexuelles intrafamiliales. Tu peux être capable de donner du sens à ça. C'est un continuum de violence qui a pour colonne vertébrale la domination. Et ça, c'est super important. C'est-à-dire que l'intérêt, enfin, le truc qu'il y a derrière, et d'ailleurs, ça c'est vrai, pas que pour le coup dans le viol, la question du viol chez les enfants, c'est globalement vrai pour toutes les femmes. C'est-à-dire que souvent, on s'en prend aussi davantage aux femmes racisées,
genre des femmes de ménage ou ce genre de trucs parce qu'elles pourront moins se défendre, aux femmes trans, etc., etc., etc. Parce que ce qui est important, c'est la domination qu'on a sur les gens. Et la domination qu'on a sur des enfants, elle est très importante, en particulier quand on est ses parents. Et Epstein, il avait une domination coloniale sur les enfants. Et ça, c'est une dimension aussi dont il va falloir parler. La meuf, elle a pas dit oh, je te ramène des petits bébés de Norvège. Elle a dit je peux te ramener des bébés du Kenya. C'est des points qui sont importants aussi. Être capable de comprendre que derrière les questions de violence qui sont faites aux enfants, si on sort du cadre familial, il va falloir parler du cadre colonial. Parce que si à ce moment-là on commence à parler stricto sensu de trafic d'enfants, bah à ce moment-là le discours il devient aussi colonial. Et il faut faire des liens avec l'antiracisme. Il faut être capable de faire des liens exactement avec les endroits où il y a de la misère. Parce que les enfants, on les kidnappe. On kidnappe pas un enfant de la classe moyenne. Hein. Ça marche pas bien. Hein. Non, il faut faire ça dans un endroit où tout le monde s'en branle, où les gens sont miséreux, et hop, tu peux te le permettre. Et ça, c'est des dimensions qui sont incroyablement importantes et que vous ne pouvez pas négliger. Le trafic d'enfants dans les colonies, c'est systématique. Exactement. Et d'ailleurs, cette histoire de prendre des enfants, de leur faire des... Si vous regardez un petit peu c'est quoi les registres coloniaux esclavagistes aux États-Unis, croyez-moi que des enfants qui ont vécu des trucs similaires à ce qu'ont vécu les victimes de Epstein par le passé, ça a existé. Chez les esclavagistes, il y avait des trucs, dont au Groenland d'ailleurs. Et donc pour moi, c'est ça, c'est le point central. Hein, les deux points de méfiance dont je voulais vous parler, c'était ça, c'était la question de l'antisémitisme et la question de ne pas reculer sur les questions pédophiles, ne pas recommencer à faire du pédophile un monstre. Et ça, c'est ça qui est dur, quoi. Et c'est vrai aussi sur l'antisémitisme, c'est vrai du coup sur la question de la violence sur les enfants. Il faut comprendre que ces gens-là ne sont pas des monstres. Expliquer que c'est des gens. Expliquer que les actes pédos, c'est banal. Que c'est pas des monstres. Et ça, c'est le truc qui est compliqué à avoir. Et aujourd'hui, ça va être ça le grand challenge par rapport à ça. Évidemment, on va en reparler, tout le monde. On va conclure. Ce par quoi, je pense, tout le monde devrait conclure. Et genre, tous les gens qui parlent de cette histoire sans parler de ça, j'avoue, moi, ça m'énerve. Je pense qu'on peut conclure sur les victimes. Avoir une pensée particulièrement pour tous les gens qui sont passés en tant que victimes dans cette histoire. Même s'ils m'entendront probablement jamais, moi je trouve ça important de dire qu'on les croit. Je trouve ça important de dire qu'on les soutient. Je trouve ça important de dire, de reconnaître le fait que ça fait des années pour beaucoup qui sont en lutte pour faire reconnaître leur témoignage et qu'il aura fallu attendre ça pour qu'on commence à leur accorder du respect. Toutes celles qui ont été doxées par les Epstein Files et qui aujourd'hui ont peur pour leur vie. Et pas qu'aux victimes de Epstein. Moi je pense plus globalement à toutes les victimes du trafic sexuel, du trafic pédocriminel en règle générale et du trafic sexuel. Enfin, du trafic sexuel tout court, quoi. Et rappelez-vous que Epstein ne reste qu'une goutte d'eau dans le trafic sexuel et qu'il faut être là pour toutes les victimes de tous les systèmes. Et alors ça, c'est peut-être mon tropisme de meuf trans, mais il y a une victime en particulier à qui j'aimerais rendre hommage. Voilà, je voudrais qu'on parle d'Ava Cordero. 5 minutes. Ava Cordero, c'est une femme trans qui est une des toutes premières personnes à avoir témoigné contre Jeffrey Epstein. Et à l'époque, les grands journaux l'avaient outé auprès du grand public et l'ont traitée de folle et ont fait le lien avec sa transidentité. Quelques exemples. Donc là, vous pouvez voir, derrière tous les cœurs, vous pouvez voir un journal qui a mis le he entre parenthèses. Gender bend shocker. Donc on a dit que c'était une déviante sexuelle, une menteuse, quelqu'un qui cherchait sûrement à juste chercher de l'attention, qu'elle était hystérique parce que trans, et que c'est une des premières à avoir parlé. Je tiens à rappeler que une des personnes les plus mouillées dans l'affaire des Epstein Files, c'est Donald Trump. Que Donald Trump, il a fait campagne sur 2 sujets, l'immigration et la transphobie. Sur le sujet de la transphobie, les prétentions de l'extrême droite, c'est de défendre les enfants. Parce que soi-disant, les trans, on serait une menace pour eux. J'ai même pas besoin d'appuyer, je pense, l'hypocrisie profonde qui se cache derrière des gens qui font leur campagne politique en nous accusant, nous, à l'échelle de l'ensemble de notre communauté, d'être des criminels pédophiles quand eux-mêmes trafiquent, démembrent, violent et dévorent des enfants. Allez vous faire enculer.
Nous, les trans, on sait ce qu'on est. Et on n'est pas vous. On n'est pas des gens qui vont chercher des excuses pour des pédocriminels notoires parce qu'on aime bien comment ils parlent. Le plus souvent, on est des victimes. Et on est des victimes plutôt courageuses. Moi, c'est aussi ça que je retiens. Nous, on le sait qu'il y a des pédophiles dans notre camp et on lutte contre eux. Vous venez nous faire chier avec Jack Lang. Jack Lang, ça fait des années puis personne ne lui parle. Personne ne donne de l'heure. Tout le monde sait ça, un pédo, genre. Vous êtes encore à défendre Donald Trump. Regardez-vous en face. Et au passage, il est pas trop tard pour changer. Hein. Genre, si jamais un facho, j'en doute, hein, mais si jamais un facho tombe là-dessus, il est pas trop tard. Hein. C'est pas obligé, juste parce que, t'as tendance à être un peu nazi sur les bords, d'aller défendre des putains de pédophiles en fait. C'est taper dans l'eau que de dire ça. Et on va conclure là-dessus. Gros bisous YouTube. Je pense qu'on va en reparler de toute cette histoire. Je pense que c'est pas du tout fini. Encore une fois, je pense qu'on est face probablement à un des plus gros, si ce n'est le plus gros scandale du 21e siècle. C'est quand même ça concerne quand même 3 présidents de la plus grande puissance capitaliste. C'est pas rien. Moi, je trouve que ça en dit long sur ce que donne le capitalisme. Mais bref, j'en ai déjà parlé. N'hésite pas à partager la vidéo si jamais tu trouves que je dis des trucs intéressants dedans. N'hésite pas à mettre un like. N'hésite pas à lancer des boosts. N'hésite pas à t'abonner, à venir en stream, voir ce qu'on fait aussi en stream. Il y a des moments vraiment, vraiment marrants. Alors, ça peut paraître bizarre, mais je jure que c'est vrai. On a vraiment énormément rigolé avant de lancer la capsule, je vous jure que c'est vrai. Et on va essayer de le refaire après parce que là, il va falloir qu'on redescende tout le monde. Donc là, sur YouTube, vous avez que le dooming. Venez si vous voulez un peu de bonne ambiance. En attendant, tous mes liens sont en description. N'hésitez pas à aller suivre Taokan sur Twitter pour avoir plus de data. Et si vous voulez avoir un streamer complètement zinzin du bus, qui est globalement d'accord avec tout ce que je raconte et qui est aujourd'hui un des plus gros experts de la question de Epstein en France, allez regarder les streams de Calivision. Voilà, je ne peux que vous encourager à aller checker ce qu'il raconte. J'ai pas eu le temps de regarder ce qu'il disait lui en ce moment autour de ça parce qu'il fallait déjà que je prépare moi cette capsule. Mais pour m'informer sur ce sujet-là, c'est Cali, il n'y a pas de doute. C'est vraiment un énorme digger autiste autour de cette question-là. Donc vraiment foncez, il y a vraiment... il est vraiment carré pour le coup. Donc n'hésitez pas à aller le voir. C'est pas souvent que j'ai l'occasion de faire des shout-outs à Kali alors que je l'aime beaucoup. Donc foncez tout le monde et kiss YouTube. Watching